Avertissement, ce balado contient un langage cru et quelques sacres à l'occasion pour ponctuer l'étonnement, la colère et ou l'enthousiasme. Allô, ici Rosamie Automne-Témorin, rédactrice en chef du magazine Urbania. Moi, dans la vie, je fais des magazines, puis je rencontre des gens étonnants pour leur donner la parole. Mais pendant ce temps-là, mon petit frère, lui, s'entraîne à titre de tireur d'élite pour l'armée canadienne. Alors, pendant que moi, j'écris des articles, lui arrive de se pitcher en bas d'hélicoptères en marche avec des fusils. Et si je pense souvent à la grande différence dans notre quotidien, je pense encore plus souvent à un scénario qui m'effraie. La possibilité que mon petit frère ait un jour à aller au front. Les déploiements ont quelque chose de terrifiant pour toute personne qui connaît un soldat. Puis ils ont définitivement quelque chose de mystérieux pour le reste de la population. On a donc décidé d'en découvrir plus en rencontrant des Québécois et des Québécoises qui sont revenus de mission changés. Mais regardez, ce sont vos soldats que j'aperçois dans la rue. Avec moi, il y a Claudie Aymon, recherchiste. Allô? Claudie, t'as passé des semaines à chercher des personnages, à négocier des accès, puis à fouiller des tonnes d'histoires de guerre pour nous. Donc, t'as récemment fait la connaissance de plusieurs militaires, puis plus particulièrement de vétérans de l'armée canadienne. Oui, et j'aimerais d'abord te présenter Yves Renaudin, Yves Renaudin, qui est un ancien caporal. en tout et partout, 37 ans dans les forces. Je suis complètement full patch retraité depuis l'année dernière, 2016. Il s'est rendu en Afghanistan en 2009, puis ça, c'était sa 9e mission avec les forces canadiennes. Hey, c'est quasiment un an d'entraînement là, pour partir en Afghanistan. Puis, il faisait quoi exactement en Afghanistan? La coopération civilo-militaire. C'est-à-dire? Ça veut dire que lui, puis 3 camarades, étaient chargés de rencontrer la population locale, puis de tisser des liens avec les Afghans. Ce qu'on faisait, nous autres, c'est qu'on se préparait une patrouille. On disait, OK, on va aller au marché aujourd'hui. On va scaler les marchés, on va aller voir le forgeron. On faisait 4-5 affaires. Moi, j'étais l'escorte de mon capitaine, posais des questions, puis moi, je photographiais tout, qu'est-ce qu'il y avait à photographier. J'imagine que comme militaire, c'est assez unique là, comme fonction de rencontrer des Afghans puis même d'être reçu chez eux. J'ai rentré dans des maisons de riches, puis j'ai rentré dans des maisons de pauvres, qui sentaient la brebis pas à peu près, là, tu sais. Des rencontres, Yves en a fait vraiment beaucoup, mais la plus marquante, elle s'est produite le 6 juillet 2009. Puis on arrive là, on pogne les elders, on rentre dans la maison, une grande maison. Les elders comme dans Aîné. En fait, c'est que quand on veut prendre contact là-bas et on n'a pas le choix, il faut absolument passer par les vieillards. Fait qu'on fait nos affaires. OK, c'est le temps de partir. Ah, non, on va prendre le thé. On va prendre le thé. Leur thé, les gars, met du sucre. OK, on prend le thé, pas de problème. Fait que déjà, des enfants, il y en avait plein, là. Plus t'as d'enfants, plus t'es en sécurité. Quand t'as pas d'enfants, là, t'as un problème. Fait que là, on finit le thé, ouais, hein. Puis là, pour sortir du village, la patrouille d'Yves devait emprunter un petit passage étroit qui longeait un mur. Les enfants sont en l'entour de nous autres, puis d'un seul coup, ils nous quittent. Ils nous quittent lentement. Là, les 2 gars qui sont en avant, ils tombent sur un Afghan qui a une moto. Full rasé, bien propre. Mais les 2 camarades, ils demandent à l'homme sur la moto de s'arrêter. Fait que là, il fouille sa moto, il n'y a rien. Moi, j'arrive devant le gars, je fais bonjour. J'ai fait 5 pas, puis ça a sauté. Aïe, OK, si je me pogne les jambes, je suis en tabarnak, je chaque comme le Chris. Puis là, d'un seul coup, le Kodak. Juste après l'explosion, Yves a pensé à prendre son appareil photo. Je sors le Kodak, je reviens d'abord, puis là, je filme tout. Il est tout filmé. Hey, je tremble comme une feuille. Fait que c'est lui qu'on entend. Je venais juste de passer à côté. Mais à toi. Je venais juste de le regarder. C'est-tu un hasard ou bien c'était prévu que le gars il allait se sacrifier, là? Ça, on ne saura jamais, ça. On ne saura jamais. Mais quand ça a sauté, ça a sauté. C'est pas le bike, c'est un roadside ID. C'est une mine antipersonnel sur le bord. Tout le monde flottait. C'est la calvette qui a sauté? Quand ça a été fini, là, puis on s'est ramassé, on a fait une sorte de photo de groupe, là, puis tout le monde avait des envies très fortes. T'aurais eu de la bière, là, t'aurais eu n'importe quoi. Moi, je me souviens même pas de ma soirée. Je me souviens même pas ce que j'ai fait. Claudie, Yves Renaudin, dis-moi, comment tu l'as déniché?
En fait, je suis entrée en contact avec lui grâce à un autre vétéran, Mario Fortin. Oui, mon nom, c'est Mario Fortin. C'est un ancien adjudant. Ça, c'est un rôle très important. J'ai fait 35 ans dans les Forces armées canadiennes. J'ai commencé avec les fusiliers Mont-Royal, d'un cadet, et par la suite dans la réserve aussi. Puis j'ai transféré dans le Royal 22e Régiment. C'est fou, Mario Fortin, là, il est tellement mordu que son garage, c'est vraiment un véritable musée militaire. J'ai développé une passion pour la collection militaire. Il y a des uniformes de toutes les guerres, 120 casques d'acier, différentes époques, différentes armées, des drapeaux, des insignes. des boucles de ceinture, des badges. J'ai à peu près 3500 ailes de parachutistes. C'est un badge pour reconnaître les parachutistes dans l'armée. Je te dis, c'est vraiment un univers. Puis ce qui est fascinant, c'est que dans toute leur carrière, Yves et Mario ont vraiment vu la guerre se transformer. Si on parle de comme moi, j'étais en Égypte, t'étais en sécurité. Il se passait rien, à part que t'entendais des coups de feu tout le temps à l'autre bord. Là. Ça, c'était la routine pour eux autres. Si t'allais à la chip, tu tombais dans une autre routine. Parce qu'on se rappellera que pendant longtemps, le Canada faisait essentiellement des missions de paix avec l'ONU. Par exemple, en Égypte, après la guerre du Yom Kippour de 1973 entre l'Égypte, la Syrie et Israël. À Chypre aussi, là où la mission canadienne consistait à faire le gendarme le long de la frontière entre le territoire turc et grec. Puis même s'il y a eu des épisodes violents par moments, souvent c'était plutôt calme. Mario Fortin, lui, son premier déploiement, ça a été dans ce qu'on appelait encore la Yougoslavie. Je me souviens, on est débarqué en Croatie. Notre commandant était là, puis il nous parlait. OK, les gars, dans telle ville, il y a eu telle attaque. Dans tel village, il y a eu des explosions. Nous autres, on était fatigués de la raide de train, puis tout ça. Fait qu'on l'écoutait comme pas, là. Fait qu'on est arrivé là, on écoutait les oiseaux chanter. C'était bien tranquille. Mais je te dirais, je pense que c'était le lendemain ou 2 jours après, là, dans la nuit, j'ai vu une batterie de missiles. De où ça partait, j'ai aucune idée. Mais on les voyait dans le ciel, ça partait à coup de 5-6 missiles. Puis là, ça, quand ça partait à l'autre bout, ça saute, là. Puis là, c'est là qu'on a dit, ouais, on aurait dû écouter le colonel, ce qu'il disait, parce que c'est direct dans notre village. En Bosnie, c'était différent. Les Canadiens étaient plongés dans la guerre. J'avais pas connu, moi, des belles missions, là, mettons, comme à Chypre. Fait que c'était mon baptême de feu, de bombardement, de tir sur moi, de tir sur mon véhicule. C'est clair qu'on faisait plus la guerre comme avant. Ça a été le choc. Ça a été un petit peu plus rough. Parce que là, on voyait ce que c'était. Parce qu'on est tombé dedans, carrément. La première affaire que j'ai remarquée, moi, quand on a pris l'autobus, après un bout de temps avant de monter au camp, là, c'est les maisons puis les champs. Première affaire que j'ai remarquée. J'ai dit, maison brûlée, pas brûlée, brûlée, pas brûlée, ça de même. Puis je regardais les champs, intacts. J'ai dit, ah, quin. Je savais que j'étais pas dans une guerre de front entre Serbes puis musulmans. Non. Le voisin tuait le voisin ou bien le faire de même. Fait que dans le fond, on pouvait pas truster personne. C'était une guerre terrible pour les civils. Puis on était juste des témoins. On pouvait pas rien faire de plus. Je me souviendrai toute ma vie. J'avais fait un convoi avec l'armée britannique. J'ai vu une femme se faire tuer par les Serbes. Pour rien, là. Elle n'était même pas armée, rien, là. Une vieille madame, ils l'ont tirée. Il y avait un soldat britannique qui voulait tuer le Serbe. Mais son lieutenant ou son capitaine, un officier, avait dit de baisser son arme. Les règles d'engagement des Nations unies, à l'époque, c'était si c'est pas envers toi, envers un membre des Nations unies ou une infrastructure des Nations unies, tu fais rien. Puis je me souviendrai tout le temps, ce soldat britannique-là, il pleurait. Il n'a pas pu tirer ce Serbe-là, qui a tué une femme devant nous autres. On vit avec ça aujourd'hui. Je m'appelle Hélène Le Seller. En 2007, j'ai été déployée en Afghanistan. Puis ça, cette mission-là, ça a vraiment été la mission la plus marquante, la plus enrichissante, la plus difficile en même temps. Est-ce qu'Hélène, c'est aussi une vétérante? Oui, elle a 44 ans. C'est une capitaine qui est à la retraite depuis l'an dernier. Elle a passé 26 ans dans les forces. C'est drôle parce qu'au secondaire, elle se destinait pas à une carrière militaire. Elle voulait faire du théâtre. J'ai vraiment comme pris l'uniforme. C'est comme devenu ma pièce de théâtre à moi. Puis un jour, elle s'est découvert une fascination pour la discipline, les gros camions blindés, la culture militaire. L'Afghanistan, pour nous, c'était la première fois qu'on était vraiment mis en face du fait qu'on va faire le vrai rôle d'un soldat, aller à la guerre.
Donc là, c'était plus une affaire de casque bleu puis de maintien de la paix. C'était une mission où il y avait un ennemi à combattre, les talibans. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, puis que je pense que beaucoup de soldats militaires, en fait, désirent. Mais j'imagine que de savoir c'était qui l'ennemi, c'était pas toujours facile. L'ennemi est partout, en fait. Puis on devient très méfiant à cet égard-là parce que le concept famille, pour les Afghans, c'est le concept le plus fort. Donc, qu'un cousin soit taliban, pour eux, c'est pas ça qui est important, c'est que c'est un cousin. Donc, il va avoir quand même sa place au sein de la famille. Donc, n'importe quel villageois qu'on croisait pouvait être, à quelque part, un taliban. C'est plus comme la Deuxième Guerre mondiale, là. Les Allemands ou les Japonais en uniforme, puis on fait le combat contre eux autres. L'armée afghane, ils partaient en mission avec les Canadiens ou les Américains, puis c'est arrivé qu'ils sont virés puis ils ont tiré sur nos troupes. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient menacer leur famille. Que s'ils faisaient pas ça, ils se faisaient tuer toute leur famille. Fait qu'il y a des histoires comme ça, oui, il y en a eu. Puis il y en a encore aujourd'hui. En Afghanistan, mon rôle était premièrement d'être le commandant adjoint des troupes médicales sur le terrain. Dès qu'il y avait un incident, moi, j'étais téléphonée. Et c'est pas anodin, là. Dès qu'il y avait un blessé ou un mort quelque part en Afghanistan puis que les Canadiens étaient impliqués, c'est le téléphone d'Hélène qui sonnait. C'est là qu'on était capable d'identifier, OK, est-ce que c'est un blessé canadien? Est-ce que c'est un blessé des forces alliées? Est-ce que c'est un blessé afghan? Oui, allô? Mais la pression devait être folle. Je commençais à être vraiment anxieuse et stressée quand mon téléphone sonne. Parce que je me disais, c'est qui aujourd'hui? Je veux pas paraître comme une personne qui dit que les Afghans, leur vie vaut moins que les Canadiens. Mais j'avais toujours comme une espèce de soulagement lorsque j'arrivais puis je disais, OK, c'est pas nos troupes. C'est humain, mais à quelque part, on se sent un peu coupable de penser comme ça. Puis, une nuit, est arrivé le moment le plus marquant de sa carrière. C'était une nuit pas de lune. J'étais assise dans le véhicule, puis je me suis accotée sur la personne qui était assise à côté de moi dans le véhicule. Je suis tout petite, donc j'ai pu m'accoter sur son épaule. Lui s'est accoté sur ma tête. Puis je suis tombée endormie. C'est même pas 5 minutes plus tard que le véhicule a été atteint par l'engin explosif. Quand j'ai ouvert mes yeux, tout était blanc. Puis là, je me disais, est-ce qu'ils sont décédés? Parce que personne ne bougeait. J'étais la tête en bas dans le véhicule, puis les pieds par en haut, parce que le véhicule avait comme implosé, mais la coque n'avait pas fendu. Puis là, ça a commencé à crier, puis le commandant du véhicule criait « Médic, médic! » Puis là, tranquillement, les gens ont commencé à se réveiller. On le sait qu'à côté, il y avait les endroits où les personnes habitent, les villageois. Il y avait des centaines de lumières de poche qui n'arrêtaient pas de flasher tout partout. Puis là, le commandant s'est mis à paniquer en disant « On va se faire attaquer, on va se faire attaquer. Vite, va voir le chauffeur. » Donc là, moi, je sors du véhicule. J'ai ouvert l'écoutille, puis je me rappellerai toujours de son visage qui était en sang. Puis il me dit « Je suis correct, c'est moi qui ai arrêté le véhicule, j'ai mes 2 jambes. » Puis là, ça prenait une personne qui était sur la sécurité du véhicule. Puis c'est moi qui s'est porté volontaire pour le faire. Ça a pris 4 heures avant d'être secouru dans l'endroit où on était. Moi, je me disais, si ce soir, c'est ce soir que ça se passe, que je dois tuer, je vais tuer. J'étais prête à tout. Parce que je voulais pas que personne s'en prenne aux blessés qui étaient à bord. Des histoires d'explosions en Afghanistan, malheureusement, on en a entendu beaucoup. Mais dans leur malchance, Hélène et ses compagnons ont été vraiment chanceux. Pas de mort, pas de blessés graves, du moins pas de blessures physiques. Parce qu'évidemment, d'un événement comme celui-là, puis d'une mission comme celle-là, on n'en revient jamais tout à fait indemne. Ce qui m'a plutôt suivi après cet incident-là, c'est l'espèce de remords du survivant. Puis, elle est revenue de mission.
au retour, ben là, tous les autres symptômes ont ressorti. L'hypervigilance, les cauchemars, les sueurs nocturnes. Ça, ce sont vraiment les symptômes typiques du syndrome du stress post-traumatique qu'on appelle aussi la blessure de stress opérationnel. Ce que j'ai su, c'est que sur 8 personnes qu'on était à bord du véhicule, on était pratiquement 5 personnes qui avaient été diagnostiquées avec une blessure de stress opérationnel. Puis maintenant, aujourd'hui, ce que je me rappelle de tout cet événement-là, c'est toujours, encore une fois, le visage du chauffeur. Puis, surtout, dernièrement, parce qu'il s'est enlevé la vie. Ça m'a affecté énormément. Puis c'est toujours cette image-là que je revois dans ma tête. Un article de l'Acadie Nouvelle du 15 février 2017. Un ancien combattant d'Edmundston, Carl Gleason Dunphy, s'ajoute à la liste des anciens militaires qui se sont enlevés la vie, vraisemblablement victimes du syndrome post-traumatique. Près de 160 militaires canadiens se sont enlevés la vie depuis leur retour d'Afghanistan. Quand on joint à 17 ans, on n'est pas encore formé en tant qu'adulte. On n'est même pas encore certain de c'est quoi nos propres valeurs, c'est quoi nos besoins en tant qu'individu. Puis là, on apprend à vivre en groupe, on apprend à vivre au travers des valeurs de l'organisation, au travers d'une culture de l'organisation. Puis là, du jour au lendemain, on te met de côté, puis là, on pense que tu vas être correct avec tout ça. Puis on te dit, ben bonne chance. Quand tu es dans l'armée, tu es dans un style de vie discipliné. Tu es dans un style de vie organisé. Juste de quitter mon régiment, qui était le 22e régiment à Québec, tu sais, c'était comme un deuil de partir loin de ma famille, loin des chums, loin de tes soldats qui tu t'es entraîné. Mais là, quand tu es sorti de cette armée-là, avec tes souvenirs, c'est là qu'il est important de te trouver un groupe. Puis est-ce que nos vétérans les ont trouvés, ces groupes-là? Bien, Hélène, elle a fait partie de l'association Soutien aux anciens combattants blessés. Puis Yves et Mario, eux, ils s'impliquent dans Vétérans ONU-OTAN Canada, qui regroupe des anciens combattants qui ont participé à des missions à l'étranger. C'est vraiment un groupe spécial. Les membres, ils ont des manteaux de cuir avec des patchs, le look motard, mais version vétéran. Puis ils ont même un site Internet et une section pour les vétérans qui ont été blessés ou oubliés. Puis ils voulaient d'ailleurs en parler. Ça, c'est notre page, ça, nous autres, ça? Ça, c'est notre page des vétérans, ça. OK. Puis il y a une place, là. 30 secondes, là. 30 secondes, lien, réunion, besoin d'aide. Ben, tu vois-tu, là? Besoin d'aide, là. On a une page juste pour ça. Tout numéro de téléphone de suicide, tout est ici. Merci beaucoup, Claudie, pour tout. Merci, Rose. Si vous avez aimé les histoires que vous venez d'entendre, je vous invite à aller découvrir toutes celles qu'on vous raconte à la télé et sur le web. Le balado d'Urbania est produit par Urbania avec l'appui de Première Plus. Recherche Claudie Aymon et Marianne Grenon. Entrevue, réalisation et montage André Martineau. Production contenu Marilyn Fortier. Je m'appelle Rosemie Automne-Témorin. À bientôt.